Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le juge président, bonjour à nouveau. Nous avions donné la parole à monsieur le procureur afin qu'il intervienne au sujet de la manière dont les questions sont posées au témoin ou dont le témoin est confronté à ses réponses préalables. Le témoin n'est pas ici, alors je vous invite à prendre la parole maintenant. Monsieur Demirjian, merci monsieur le président. Nous souhaitons soulever une objection parce que nous constatons que notre contradicteur procède à un contre-interrogatoire sélectif, en ce sens qu'il lit des passages de l'interview et passe sous silence d'autres passages. Et il présente cela aux témoins comme étant des contradictions. S'agissant de la question des arrestations, notre contradicteur nous a dit ce matin qu'il connaissait très bien cette audition et qu'il la connaissait au bout des doigts. Or, il s'agissait simplement d'un passage de cette audition. Et notre objection est que notre contradicteur ne peut pas se contenter de faire part d'un seul passage. C'est sur la méthode sélective qu'adopte notre contradicteur. Il ne peut pas choisir simplement les passages qui l'intéressent. Le président, Maître Bougnon. Monsieur le Président, je m'attendais à ce que mon éminent confrère me montre un passage. En tous les cas, le témoin avait déjà répondu, donc je ne sais pas de quoi on discute, mais moi, j'ai montré au témoin un passage dans lequel il dit explicitement que ce jour-ci, du 16 décembre 2010, à aucun moment, ils n'ont procédé à des arrestations. Il le dit, il est formel, il dit que ce jour-là, ce n'était pas notre mission. Ce jour-ci, on n'a pas procédé à des arrestations. Je ne sais pas ce que je fais de mal. J'ai lu sa déposition, c'est sa déposition, c'est ce qu'il dit. Franchement, je ne vois pas là où est le mal. Je n'arrive pas à comprendre où est le problème. Maître Altit. Le président, Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la défense de Laurent Gbagbo ne comprend pas très bien l'objection qui est faite ici, puisque la défense de Charles Bégoudé procède exactement comme le prévoit la décision sur la conduite des débats dans son paragraphe 41. Elle cite verbatim les déclarations antérieures du témoin et lui demande de s'expliquer sur ses contradictions. Elle cite les différentes versions que le témoin a pu donner d'un même événement, d'un même incident, et lui demande de s'expliquer ce qui est son devoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'appartient pas à l'accusation de dire ou de vouloir dire aux équipes de défense comment elles devraient contre-interroger. En réalité, ce type d'objection, car ce n'est pas la première fois que le procureur soulève cette objection, semble plus avoir avec une volonté, ou une certaine volonté, d'obstruction qu'avec une véritable objection. Et cela n'est pas acceptable, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président, si vous permettez, là, j'ai cru comprendre qu'il y avait ce type d'objection quand l'équipe de défense de Charles Bégoudé mettait le témoin face à ses contradictions. Et c'est justement le cœur du contre-interrogatoire, plutôt le cœur de l'interrogatoire de l'équipe qui n'appelle pas le témoin. Et cela n'est pas acceptable, parce que cela perturbe, Monsieur le Président, l'interrogatoire de l'équipe qui n'a pas appelé le témoin. Alors bien sûr, il faut citer verbatim, bien sûr, il faut donner toutes les précisions utiles pour être juste avec le témoin, mais c'est ce que fait, je crois, l'équipe de défense de Charles Bégoudé.
Autre point, ce débat, sauf erreur de ma part, a déjà eu lieu lundi. Et votre Chambre a déjà tranché. Elle a tranché en permettant à la défense de Charles Bégoudet de continuer son interrogatoire. C'était le transcrit du 24 octobre 2016, page 40, ligne 14. Et enfin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, avec votre permission, un dernier point. Le procureur a suggéré qu'il pourrait revenir sur ces questions en réexamen, et cela, naturellement, serait totalement inapproprié. Pourquoi ? Parce qu'il a interrogé le témoin sur ces questions et sur cette question précise dont nous parlons ici, et a sciemment choisi, alors que le témoin se contredisait, de ne pas soulever ce point, cette contradiction devant la Chambre. C'est son choix. Il ne peut, après avoir choisi une ligne d'interrogatoire et les questions qu'il voulait poser, revenir sur ces points, s'apercevant alors qu'il y aurait intérêt, mais c'est trop tard. Ce serait un contournement de la procédure. Voilà les quelques brèves remarques que je voulais faire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Monsieur l'émergent, Monsieur le Président, je comprends. Le Président, non, nous ne pouvons pas poursuivre cette partie de ping-pong. Monsieur l'émergent, je comprends cela, Monsieur le Président. Mais j'ai supposé que mon contradicteur savait de quoi je parlais. Il n'a pas réagi à mon objection. Il est en train de picorer le juge président. L'intervention de Maître Altit est allée au-delà de ce dont nous sommes en train de discuter. Les contradictions ne concernent pas toujours des faits. Il s'agit d'opinions, souvent. Monsieur Desmergian, Monsieur le Président, au fin du compte-rendu, je tiens à préciser qu'il s'agit de la deuxième audition avec le témoin. C'est à ce moment-là qu'il a dit qu'ils ont arrêté des gens. S'il ne le sait pas, je suis prêt à lui donner la référence. Le Président, vous avez tous commencé en disant « Nous savons de quoi il s'agit ». Nous savons exactement de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Ce que le procureur qualifie de contre-interrogatoire sélectif, voyez-vous, le témoin doit être mis en face de ce qui peut être des contradictions, qualifiées de contradictions, mais de façon correcte, sans être induit en erreur avec des arguments. Il s'agit simplement de lui présenter, de lui opposer ses propos, ses déclarations antérieures. Citation après citation. Pour ce qui est de faire obstacle ou obstruction à la procédure, je crois que ça vaut pour les deux. Les deux parties essayent de faire leur travail et c'est pour cela que la Chambre est ici, pour éviter qu'il y ait de l'obstruction. Les interventions peuvent effectivement perturber l'interrogatoire, mais elles sont autorisées par la Chambre. Nous allons poursuivre, mais je vous recommande la chose suivante. Opposer au témoin des déclarations antérieures en citant précisément ses propos, sans faire de commentaires sur les contradictions. Demandez au témoin de s'expliquer, tout simplement. Monsieur le Président, Non, c'est tout. C'est assez. Je ne veux pas que nous poursuivions ce débat. le débat ou pas, vous m'avez dit ce matin deux choses. Première chose, vous m'avez dit, je répète, que quand je confronte le témoin à une contradiction, vous le constatez d'aller de l'avant. Ça, c'est un, Monsieur le Président. Deuxièmement, en ce qui concerne les déclarations du témoin. Tout à l'heure, j'ai voulu lire les 7 parties de cette déclaration in extenso dans lesquelles il disait un certain nombre de choses. Cela m'a été reproché, je n'en ai lu que 2 ou 3. Le témoin dit ici, Monsieur le Président, je vais terminer. By whom were you criticized? Par qui avez-vous été critiqué? Qui vous a critiqué?
sur la question... By whom? Qui vous a critiqué? Yes, but I... Certes, mais oui. Mais moi, je vous ai autorisé à poursuivre. Je vous ai dit, oui, vous pouvez poursuivre. Vous avez choisi de ne pas le faire. Je vous en prie, c'est tout. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet plus avant. J'aimerais que vos questions, les vôtres comme celles des autres parties, soient claires, directes et posées directement au témoin. Faites entrer le témoin, s'il vous plaît. Good morning again, Mr. Witt. À nouveau, bonjour, monsieur le témoin. Nous allons poursuivre l'interrogatoire de la défense de monsieur Blégoudet et je redonne la parole à maître Bougnan. Ouais, bonjour, monsieur le témoin. Monsieur le Président, nous avions voulu présenter la carte pour éclairer la Chambre, mais je pense qu'on me fait dire que la qualité de cette carte-là n'est pas bonne. J'espère que après la pause de déjeuner, nous aurons une meilleure carte pour que le témoin explique à la Chambre les différents endroits où se trouvaient ces éléments et les différents endroits où ils se trouvaient aussi. Après la pause, j'espère qu'on aura une carte d'une qualité meilleure. But isn't it true that we... Le président, n'est-il pas vrai que les parties se sont mises d'accord sur une carte qui pourrait être utilisée à cette fin? Monsieur le Président, je ne suis pas très fort en technique, mais on me fait dire qu'en version PDF, on ne voit rien. Et donc, il faudrait, pour ne pas perdre du temps à la Chambre, je préfère que la carte qu'on veut présenter soit de meilleure qualité pour qu'on le fasse dans l'intérêt de la Chambre. Et donc, j'espère que ça sera fait d'ici avant qu'on finisse la journée. I have no problem, but I... Le président, je n'ai pas de problème, mais je crois que nous nous sommes livrés à un exercice très long justement pour nous mettre d'accord sur une carte, non? C'était le but. Donc toute cette discussion était superflue. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez affirmé à plusieurs reprises que ce jour du 16 décembre 2010, vos éléments arboraient des brassards blancs. C'est exact? Oui, c'est exact. Et vous dites aussi que ce seraient des brassards utilisés par les FDS. C'est exact? Oui, c'est exact. Les brassards blancs sont-ils habituellement utilisés par les FDS ou bien c'est en ce jour-là seulement qu'ils devaient utiliser les brassards ou du moins, excusez-moi.
Est-ce que les brassards blancs sont-ils les brassards que les FDS utilisent habituellement? Oui. Vous êtes sûr? Avant les élections, c'était les brassards orange. Avant les élections, c'était les brassards orange. Mais ces brassards orange avaient été utilisés aussi par les éléments de forces nouvelles qui étaient venus sécuriser les élections en zone gouvernementale. Donc, après les élections, ces brassards ont été changés. C'était le même modèle, mais c'était de couleur blanche. Quelles unités de FDS utilisaient ces brassards-là? C'était utilisé par l'armée de terre. C'est tout? Ces brassards-là étaient utilisés par l'armée. À part la police, peut-être la gendarmerie, mais tout ce qui était militaire, ces brassards, c'est pas écrit, il n'y a pas le nom d'une unité particulière dessus. Sur le brassard, c'est marqué force de défense et de sécurité. Ce n'est pas marqué, il n'y a pas de corps particulier, de nom d'une unité particulière qui est marqué sur ce brassard. Et donc, toutes les unités, si je comprends bien, si je ne comprends pas, vous me dites que ce n'est pas cela que vous voulez dire. Toutes les unités des FDS étaient susceptibles d'utiliser ces brassards. C'est bien ce que vous dites? Oui. Je vais revenir sur un détail. Est-ce que le jour du 16 décembre 2010, dans le dispositif de sécurité que vous avez pu apercevoir, ou que vous et vos éléments ont pu apercevoir, ont-ils vu ce jour-là le GEB de la gendarmerie, GEB de la gendarmerie, ont-ils participé aussi à sécuriser, entre guillemets, ce jour-là, cette manifestation? Au niveau des cocodis, ou bien à notre niveau à Djamé. Vous avez dit que vos éléments étaient présents à Cocody. Vous avez indiqué certains endroits où vos éléments se trouvaient. Si je me rappelle, vous-même, vous étiez à Djamé, donc c'est pour ça que je demande. Le jour de la marche, moi je ne sais pas exactement. Est-ce qu'à Cocody ou ailleurs, vous auriez vu, bien vos éléments auraient vu ce jour-là, les éléments du GEB, GEB? Les éléments du GB d'Agban ils avaient leur dispositif au niveau en bas de la côte de la côte par laquelle on accède à leur base. Et le GEP, c'est Agban. Ok, je pense que pour localiser, on va attendre quand il y aura la carte et vous allez la localiser. Mais on va continuer pour le moment. On va passer à un autre sujet. Vous dites que vous avez rejoint
le groupe des jeunes coureurs en 2002. C'est exact, en novembre 2002. C'est exact. Oui. Vous dites aussi que monsieur, à cette époque, en 2002, monsieur Blé Goudé serait venu vous saluer pendant vos entraînements. C'est exact? Oui. À cette époque, d'abord, est-ce que vous vous rappelez, parce que vous venez en novembre 2002, il vient à quel, si vous vous rappelez, hein, parce qu'il y a un peu longtemps quand même, si vous vous rappelez, il vient en novembre, en décembre, en janvier, à quel moment est-ce que, si vous vous rappelez, à quel moment est-ce que vous le voyez? Je ne me rappelle pas bien, mais en tout cas, c'était dans la fin 2002 en tout cas. Ok. Ben, ce que je sais que ce n'est pas en 2003. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Oui. Et donc, en 2002, quand M. Charles Blé Goudé vient vous voir, il vient en quelle qualité? Il vient en tant que leader de la jeunesse ivoirienne. Il vient en tant qu'un leader de la jeunesse ivoirienne. À cette époque, est-il déjà leader d'une organisation particulière? Je ne sais pas s'il a appelé ça une organisation, mais c'était leader de ce qu'on était appelé communément Galaxie Patriotique. Et donc, pour vous, fin 2002, ce qu'on appelle communément, je répète vos propos, ce qu'on appelle communément Galaxie Patriotique existe déjà. C'est exact? Je ne veux pas dire que le nom, l'appellation, l'appellation Galaxie Patriotique, je ne peux pas m'en situer à quelle date que cette appellation-là est donnée, mais comme il a dit, il était leader de ce on appelait communément Galaxie Patriotique. Donc si c'est pas question de savoir si à ce moment-là, ce nom-là était déjà couramment utilisé, bon, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. Mais les membres, en tout cas, n'ont pas changé, en tout cas.
Et donc, à cette époque, vous ne savez pas si exactement le terme galaxie patriotique existait, mais pourquoi vous le présentez alors comme leader de la galaxie patriotique? Si vous ne savez pas, si au moment où il vient vous voir, si le terme galaxie patriotique est utilisé ou pas. D'abord, le thème galaxie patriotique, là, légalement, ça n'a pas été institutionnalisé comme un parti politique ou bien quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça qu'on l'appelait ce groupe de leaders de la jeunesse qui travaillait avec Richard Blé Goudé. Donc, il est nommé en tant que, comment est-ce qu'on l'appelait? Parce que je peux dire un groupe, le groupe Richard Blé Goudé, mais le groupe là, en Côte d'Ivoire, on le connaissait ce groupe sous l'appellation de Galaxie Patriotique. Ce n'était pas jeunesse du FPI ou une jeunesse d'un autre parti, mais c'était Galaxie Patriotique. C'est comme ça qu'on l'appelait parce que c'est l'appellation que tout le monde a retenue de ce groupement de jeunes leaders de la jeunesse proche du pouvoir. Ma question est précisée. À cette époque, fin 2002, l'appellation galaxie patriotique existe-t-elle? Où est-elle déjà connue, l'appellation? Je pense que j'ai dit je ne vais pas confirmer ou infirmer, mais dans ma déclaration, parce que si vous venez à ma déclaration, j'ai dit que Charles Blé Goudé était le leader de la galaxie patriotique. Parce que que ce soit à cette époque que la dénomination n'était pas encore connue, je peux pas, je n'en ai pas souvenance, mais les mêmes jeunes là, c'est comme ça qu'on les appelle. L'appellation est restée, c'est pas, il ne peut pas définir à partir de quelle période on a commencé à appeler cette organisation-là comme ça, mais ce sont ces mêmes personnes, les membres n'ont pas changé, ce sont les mêmes jeunes là qui en faisaient partie. Et donc, cette association, je sais pas, cette galaxie patriotique, j'utilise vos thèmes, c'est quoi au juste? C'est une association qui a un président, où on élit un président, c'est quoi au juste? Galaxie patriotique, c'est quoi au juste? Ça recouvre quoi? La galaxie patriotique, c'est un groupement de jeunes leaders d'opinion au niveau de la jeunesse qui soutenait le pouvoir qui était en place, qui soutenait les actions du gouvernement. C'était là à cette époque-là. Donc c'est la définition que moi je peux donner. Je sais pas si on va y arriver. C'est une organisation uniforme ou bien c'est un ensemble, je veux comprendre, je veux que vous expliquiez à la Chambre, c'est un ensemble, parce que vous dites les jeunes leaders, vous parlez de jeunes leaders, est-ce que c'est un ensemble hétéroclite? Est-ce que c'est un ensemble composite de plusieurs organisations? Je veux comprendre, est-ce que c'est une organisation homogène ou bien
Comment vous la présentez? C'est une organisation composée de plusieurs autres organisations. Finalement, comment vous la présentez? C'est une organisation qui regroupe plusieurs organisations, puisque en son sein, il y a des jeunes, des leaders de la jeunesse du FPI, il y a des jeunes peut-être qui ne sont pas attachés à une organisation particulière, mais qui quand même avaient une certaine influence quand même sur une frange de la jeunesse. Donc ils s'étaient regroupés, ils sont regroupés pour mener des actions de soutien au pouvoir. Alors, donc ça, je ne sais pas si pas l'appelée organisation hétéroclite, mais elle regroupait plusieurs jeunes de différents horizons qui avaient en commun de défendre la politique, les idéaux politiques du pouvoir FPI. Pour le moment, on dirait que pour le moment, je ne parle pas de leur but. Je ne parle pas des buts ou bien du but de cette organisation. La question que je pose, elle est simple. Je n'ai pas envie de vous suggérer. La question que je pose, elle est simple. La galaxie patriotique est-elle une grande organisation qui en son sein, parce que vous dites les jeunes leaders sont-ils simplement dans la galaxie, entre guillemets, ou bien ils viennent avec des associations divergentes et différentes? C'est ce que je vous demande. Ils viennent avec des associations différentes. Pouvez-vous me citer quelques organisations ou associations qui font partie à partir de cette date-là, à partir de fin 2002, quand M. Charles Blé Goudé vient vous voir? Pouvez-vous me citer quelques organisations faisant partie de la dite galaxie? La jeunesse du FPI, il y avait les partisans de la FECI, les jeunes coureurs que nous étions aussi, étaient tous dans la galaxie patriotique là aussi. C'est toutes les associations que vous connaissez à cette époque? Avec les agora, ce qu'on appelle les agora et parlements. Voilà. C'est les associations que moi je connais. Donc, ce que vous venez de me citer, ce sont les associations que vous connaissez. Mais quand vous dites les jeunes coureurs en 2002, vous avez dit ici que ce n'est pas encore formellement créé. Et donc, à quel titre il ferait partie, si encore que la galaxie existe, à quel titre il ferait partie, puisqu'ils ne sont pas encore créés, à quel titre il ferait partie de la galaxie patriotique? J'ai dit qu'à cette époque, on nous appelle les jeunes coureurs parce qu'il n'y avait pas de dénomination officielle qui a été donnée à ce groupement-là. Mais n'empêche que l'initiative de
de mettre en place cette organisation des jeunes coureurs-là. L'initiative a été mise en œuvre. Même s'il n'y avait pas de dénomination, n'empêche qu'il y avait des jeunes qui étaient formés militairement pour appuyer les forces de défense. Il n'y avait pas de nom officiel. On les appelait les jeunes coureurs parce que nous faisions des footings dans la commune de Yopougon. Surtout, on faisait des footings, on courait passer dans les différents quartiers. Donc les gens voyaient des jeunes en tenue, t-shirt vert, un soir noir, en train de courir, chanter les chants militaires. On appelle les jeunes coureurs, puisque les gens ne savaient pas quel nom nous donner. Donc c'est les jeunes coureurs. Puis la plupart du temps, on faisait beaucoup de footing, courir dans les quartiers. Donc, n'empêche que, même si on n'avait pas de nom de GPP à cette époque-là, n'empêche qu'on hésitait si une certaine initiative que tous ces mouvements-là ont débuté. Vous avez évoqué ici, par devant les enquêteurs du bureau du procureur, un conclave. Je répète vos termes. Un conclave du 23 mars 2003 qui serait la date à laquelle aurait été créé le GPP. Pouvez-vous me dire premièrement où et quand ce conclave a eu lieu? Il n'y a pas d'information sur le lieu où cette conclave a eu lieu. Il a donné la date, je me suis souvenu de la date, parce que la date était marquée. Tous les éléments connaissaient la date à laquelle le nom a été donné. Le lieu, il n'y a pas eu d'informations là-dessus. La date était marquée où? Vous avez vu ça où? Dans les archives du GPP, la date de la création du GPP, le 23 mars. Et lors même du désarmement des ex-combattants, il nous a été posé la question. Et c'est la date aussi que nous avons donnée à l'unanimité tous les commandants du GPP. C'est la même date qu'on a retenue, parce que c'est cette date-là qu'on connaît en tant que la date de la création, la date officielle de la création de GPP, l'entité GPP. Mon problème, c'est que vous me donnez une date. Vous me donnez une date. D'abord, vous ne me donnez pas la source de la date. Vous dites que c'est ce que les membres du GPP savent. Mais ce n'est pas ça la source. Parce que vous parlez précisément, vous dites un conclave. C'est vous qui donnez le nom. C'est vous qui donnez le nom à cette rencontre entre guillemets. Vous parlez de conclave. Si vous parlez de conclave, je pense que vous savez au moins ce que ça veut dire. Et vous devez savoir pourquoi vous employez le terme conclave. C'est pour ça que je demande où est-ce que ça a eu lieu. Ou du moins, vous parlez d'un document. De quel document exactement vous parlez qui serait votre source pour parler de conclave? Your Honors. Monsieur de Medjean, Madame, Messieurs les juges, Président, oui, Monsieur de Medjean, sa dernière question est assez complexe et compliquée. Lorsque j'ai interrogé le témoin, je lui ai demandé s'il savait quand la réunion avait eu lieu. Il nous a donné la réunion et il vient donner exactement la même réponse. Il ne sait pas vraiment. Donc, est-ce que j'aimerais que mon confrère
pose une question plus claire, parce que dans la dernière intervention de mon confrère, il y a plusieurs questions. Il a posé une question à propos d'un document, il faudrait être plus précis. Donc, premièrement, je tiens à dire que la réponse a déjà été donnée, il ne sait pas, et c'est déjà au compte-rendu. Ça, c'est le deuxièmement. Et le troisièmement, c'est que mon confrère devrait être précis et poser peut-être une question à la fois plutôt. Le président. Écoutez, Maître Bougnon a essayé de reformuler la question. Il est vrai qu'alors que vous étiez en train de parler, je me disais, c'est une question qui est vraiment, qui traîne en longueur. Enfin, ici, dans ce procès, on pose souvent des questions fort longues, alors que ce serait bien plus intelligible, bien plus simple si on posait des questions simples et qu'on avait des réponses simples et courtes. Vous comprenez? En fait, l'accusation est en train de me dire que elle s'est contentée elle est en train de dire qu'elle s'est contentée de la réponse du témoin. Je continue de poser des questions parce que moi, je ne m'en contente pas. Le témoin utilise le terme conclave. Il ne dit même pas réunion, il parle de conclave. On sait ce que ça veut dire. C'est pour ça que je dis, pour pouvoir utiliser ce terme, il faut qu'il sache de quoi il parle, c'est tout. What do you mean by conclave? Je vais vous dire par conclave, qui me demande le président. Monsieur le Président, j'aurais pu utiliser le thème de réunion, utiliser le thème de rencontre. J'ai utilisé le thème conclave. Comme elle dit, je n'étais pas sur les lieux, mais moi j'entends par conclave une rencontre de plusieurs personnes pour prendre une décision, pour s'entretenir d'un sujet. Donc j'aurais pu utiliser le thème réunion, ou bien je ne sais pas. Bon, si mais je pense qu'il y a une différence de conclave, bien sûr, moi je ne la connais pas, mais pour moi, j'aurais pu utiliser le thème réunion aussi. J'entendais par là une rencontre de plusieurs personnes pour prendre une décision, bien pour traiter d'un sujet. So you used the Donc, vous avez employé le terme conclave comme synonyme de réunion. okay. You were not part of this Question. Mais vous n'avez pas participé à ce conclave, voire cette réunion. Mais il faut le dire, hein. Je pense que je l'ai dit que je n'avais pas pris part. Yeah. Je l'ai dit. Yes. Très bien, très bien. Très bien. Vous l'avez dit, en effet. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette réunion a eu lieu? Ou ce conclave a eu lieu? Oui, Monsieur le Président, comme il a dit, je n'aurais même peut-être pas retenu cette date-là. Mais comme il a dit, cette date-là était marquée, c'était comme on partenait à une organisation. C'était comme la date anniversaire officielle de la naissance du GPP. Donc cette date-là, je ne pourrais pas l'oublier. C'était le 23 mars 2003. And Question. Et c'est tout? Maître Bougnon? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, en 2002, quand vous rejoignez les jeunes coureurs, c'est M. Gruguet Charles qui est président du GPP, c'est exact?
Oui. Quels sont vos rapports avec lui? Si rapport il y a. On n'a pas de rapport particulier avec lui. À cette époque, y a-t-il déjà un chef d'état-major? À cette époque, en 2002, quand vous rejoignez, est-ce qu'il y a déjà un chef d'état-major avec sous Charles Groguet? En 2002, c'était, je ne peux pas dire qu'il avait la fonction de chef d'état-major, mais c'est Zagbaï qui s'occupait des questions militaires. Et donc, il faisait un peu office à peu près le même rôle comme chef d'état-major, c'est exact? C'est exact. À cette époque-là, je pense qu'on est encore au début des jeunes coureurs, on va aller. Donc, à cette époque, quels sont vos rapports au début avec M. Zagbayou? Zagbaï était notre formateur. Vous êtes combien d'éléments à cette époque? À peu près. Oui, peut-être 300 éléments. Et donc, vous êtes un élément parmi 300 éléments. Et donc, c'est pour ça que je demande vos rapports avec Zagbayou. Il vous connaît particulièrement, c'est votre ami, comment il vous prend? Est-ce que vous avez des rapports particuliers avec lui parmi ces 300 éléments? Ce n'était pas mon ami. C'était mon supérieur, comme celui des autres. Ce n'est pas mon ami. Et donc, vous confirmez que, à cette époque, vous n'avez pas de rapport particulier avec le président Charles Groguet. Vous n'avez pas de rapport particulier avec celui qui faisait office de chef d'état-major, M. Zagbayou. C'est exact? Oui. Et donc, à cette époque, vous n'êtes qu'un soldat de rang parmi 300 autres éléments. C'est exact? Oui. Après M. Charles Groguet, en quelle année M. Touré Moussa Zegen prend la présidence, la tête du GPP? Zegen a pris la présidence du GPP en 2003. Pour l'année 2003. Vous savez à peu près à quelle période de 2003, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, vous me dites à peu près à quelle période de l'année 2003 il prend les rênes du GPP. Je peux dire dans la période, le mois de seulement en juin 2003. Quels sont vos rapports avec vous, monsieur
Touré Zegen, est-ce qu'il vous connaît particulièrement par rapport, encore, je vous avais une question, est-ce que vous avez des rapports particuliers avec lui dans l'ensemble des éléments du GPP à cette période, à cette époque? Il n'y a pas de rapport particulier. Donc, est-ce que je peux dire que en juin 2003, ou du moins dans cette période-là, quand M. Touré Zegen prend la tête du GPP, vous êtes encore et toujours un élément parmi près de 300 éléments, c'est exact? Pardon. C'est exact. À quel moment il désigne son chef d'état-major, et si vous pouvez le nommer? Le général Jeff Fada était nommé chef d'état-major depuis le mois de mars 2003. Mars 2003. Donc ça veut dire bien avant que Touré Zegen ne soit président du GPP, c'est exact? Oui. Qui a désigné M. Jean-François Kouassi comme chef d'état-major? En cette époque-là, la base du GPP était à l'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé. Et l'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé a été réquisitionné par le BCL. Le BCL était l'unité qui était commandée par Jeff Fada. Et c'était la principale base du GPP. C'est à ce moment-là que les éléments ont rallié la base d'Adjamé. C'est le cantonnement principal du GPP en cette période-là. Et c'est par Jeff Fada, c'est grâce à Jeff Fada que Zegen était accepté officiellement en tant que président par les éléments. Et il y avait à savoir qui allait être Bourguier devait être maintenu ou c'était Zegen qui devait le remplacer, puisque le cantonnement était directement sous l'autorité militaire de Jeff. Donc, Jeff qui avait la fonction de chef d'état-major, et Jeff a soutenu Zegen dans la décision qui devait se prendre au niveau de qui devait être le nouveau président. Jeff a soutenu Zegen. À ce niveau-là, comment est-ce que les tractations se sont passées, je ne peux pas donner des détails puisque je n'étais pas au plus proche de poursuivre toutes les tractations qui sont passées autour de cela, mais c'est là que Zegen est devenu président. Et donc, si je comprends bien, Jeff Fada, Jeff, je m'excuse, Jeff c'est J-E-2-F, Fada, F-A-D-A, il devient chef d'état-major, j'utilise le terme, par la force des choses, avant
avant que Zegen Touré Moussa ne devienne président, c'est ça? Oui, oui. On est encore en 2003. Quels sont vos rapports avec le nouveau chef d'état-major? Déjà à partir de, pas quand Touré Zegen devient président, puisqu'il est devenu chef d'état-major avant que Touré ne devienne président. Donc déjà, à partir du moment où il devient chef d'état-major, est-ce que parmi encore le nombre d'éléments que vous êtes, vous avez des rapports particuliers avec le nouveau chef d'état-major, monsieur Jeff Fada? Lorsqu'il était au camp, c'était mon commandant d'escadron qui était chargé de sa sécurité. Mon escadron était chargé de sa sécurité. Lorsqu'il était au camp, c'était partie des éléments que lorsqu'il était au camp qui était toujours resté à sa disposition. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Est-ce que, parmi tous les éléments, est-ce que vous aviez des rapports, je veux dire des rapports particuliers? Est-ce que, contrairement aux autres éléments du GPP à cette époque, est-ce que vous, à cette époque-là, vous avez des rapports particuliers? Je ne sais pas si vous ne comprenez pas, peut-être qu'il faut que je m'explique. Sinon, est-ce que vous avez des rapports particuliers avec lui? C'est ça que je demande. Au-delà de vos rapports de supérieur hiérarchique, entre guillemets, à, à, à ce que vous êtes à cette époque-là, est-ce que vous avez des rapports particuliers? Je pense que c'est la réponse que j'ai donnée. À l'instar des autres, à différents des autres éléments, moi, mon escadron avait une particularité, c'est-à-dire de s'occuper de la sécurité du général, aussi du président. C'était les éléments de moi, mon escadron, qui avait cette charge particulière. Donc, quand il était, parce qu'il y avait des éléments qui étaient dans sa garde directe, qui le suivaient partout. Lorsqu'il était à la base, puis son aide de camp, alors, et son officier permanent venait de mon escadron. Donc, lorsque l'officier permanent est là, c'est l'officier permanent, lui, il représente constamment, il est toujours à la base, il représente constamment le général. Lorsque le général n'est pas là, c'est lui qui officie en tant que représentant. L'officier permanent est chargé de la garde de l'officier permanent. Donc, lorsque le général arrive, nous restons à sa disposition et à celui de son aide de camp. Donc, il était plus en contact avec nous que la plupart des autres éléments. Je le dis. Est-ce que, à cette époque toujours, on est encore en 2003, est-ce que, à cette époque toujours, vos rapports permettent, ou du moins à cette époque, est-ce que monsieur le chef d'état-major, dans son grade et en sa qualité, est-ce qu'il vous livrait par exemple certaines informations? Je vais être plus précis. Est-ce qu'il vous livrait par exemple certaines informations en ce qui concerne le GPP, son fonctionnement, en ce qui concerne le GPP avec tous les autres groupements? Est-ce qu'il vous livrait par exemple certaines informations? La relation qu'on avait, ce n'était pas une relation d'amitié. Ce n'était pas une relation d'amitié. Bien qu'elle était un peu particulière quand même par rapport aux autres éléments, mais ce n'était pas une relation d'amitié. Il y a certains éléments, le galon qu'on avait, même, on ne peut pas même être toujours, on peut pas toujours en train de lui poser des questions, bien causer avec lui comme si c'était notre ami.
hiérarchisation ne nous le permettait pas. Et donc, si je comprends bien, à cette époque, votre grade et certaines choses que vous expliquez, le chef d'état-major, le président ne sont pas vos amis et donc il y a certaines choses forcément que vous ne savez pas. C'est exact? Oui. Merci. C'est en 2003 que vous allez au front, n'est-ce pas? Oui. À quelle époque? En février. Où et pour combien de temps? Ils sont partis à Mbayakro et par la suite à l'ouest à Giglo. Mbayakro, c'était la première mission, c'est ça? Oui. Combien de temps? C'est maximum 2 semaines. C'est à quelle période à peu près? J'ai dit en février 2003. Ça, c'est Mbayakro, je suppose. Et Giglo. C'est après Mbayakro que nous sommes allés à Giglo. Tout de suite après? Nous sommes revenus sur Abidjan. Nous sommes revenus sur Abidjan d'abord. Excusez-moi, je vais épeler. On me signale Mbayakro, c'est. Excusez encore. Mbayakro, c'est M apostrophe B A H I A K R O. Quand le procureur vous a posé la même question, vous avez dit et moi pour la mission de Mbayakro. Nous avons fait 2 semaines à Mbayakro. En 2004, on va avancer. En 2004, vous êtes à quel échelon, je voudrais dire, dans votre organisation, au sein de votre organisation? En 2004, j'étais sergent-chef.
et en 2005. En 2005, il était adjudant de compagnie. Il y a une chose sur laquelle je vais revenir. Quelles sont les attributions du chef d'état-major quand je prends en compte M. Jeff Fada devient chef d'état-major? Quelles sont ses attributions? C'est quoi son rôle à cette époque-là? L'attribution, c'était de régir tout ce qui était question militaire. Aussi, il servait aussi d'interface entre les éléments et l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces attributions que vous venez de citer sont restées les mêmes quand M. Boiseau a pris les rênes du GPP? Les attributions étaient les mêmes, à la différence que lorsque Boiseau a pris les rênes du GPP, notre existence n'était pas officielle, était plutôt officieux. Donc, il y avait certaines limites parce que officiellement, le GPP n'existait plus officiellement puisque on avait été démantelé à Kodo en 2007. Ah, ok. Oui. Ah, donc, Boiseau arrive à la tête du GPP en quelle année? Depuis 2007, déjà, il y a eu une dissidence, mais c'est à partir de 2009 que Boiseau a été officiellement reconnu comme président du GPP. Et donc, c'est en 2009 que... Est-ce que jusqu'en 2009, les attributions qui étaient dévolues à M. Jeff à l'époque sont toujours les mêmes attributions de celui qui devient, après la dissension, de celui qui devient le général, le chef d'état-major du GPP? Tout dépend, tout pas. Vous venez de dire que Boiseau a pris la tête du GPP en 2007, mais ce n'était pas officiel. J'essaie de vous répéter de mémoire. Ce n'était pas officiel parce qu'il y avait les armements, le GPP n'existait plus officiellement. C'est ça? Boiseau a pris officiellement la tête du GPP en 2009. C'est-à-dire que la dissidence et le bicéphalisme à la tête du GPP a débuté après le désarmement des ex-combattants en 2007. Ma question est celle-ci. Est-ce que Boiseau a nommé un chef d'état-major, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le chef d'état-major désigné par Boiseau avait
les mêmes attributions que le chef d'état-major antérieur, c'est-à-dire Jeff Fada. Bon, je ne peux pas dire que les attributions étaient les mêmes parce que, comme il a dit, le statut du GPP sous la présidence de Zegen et sous la présidence de Boiseau n'était pas le même. Donc les attributions du chef d'état-major n'étaient pas les mêmes. Pourquoi je dis que ce n'était pas les mêmes? Parce qu'il y avait quand même il y avait le statut officieux du GPP après le désarmement et avant le désarmement qui était officiel. Donc, il y a certains... tout se faisait plus discrètement. Mais en somme, c'était les mêmes attributions d'être chargé d'avoir tout ce qui était volet militaire au sein du GPP. Êtes-vous en train de me dire, je veux qu'on soit sûr des mots, êtes-vous en train de me dire que sous Boiseau, officiellement, j'emploie votre terme, éteignez s'il vous plaît pour ne pas construire. Voilà. Êtes-vous en train de me dire que sous Boiseau, officiellement, le GPP n'existe plus, en des mots simples? Oui, officiellement, le GPP n'existe plus, c'est ce que j'ai dit. Merci, en fait, je n'arrivais pas à vous suivre. Boiseau, il vous désigne, dès qu'il arrive à la tête du GPP au moment de la décision, à quel moment il vous désigne comme chef d'état-major? En mars 2009, d'abord, il faut que, pourquoi clocher le procurement avait introduit, j'ai expliqué que d'abord, Boiseau, à la différence de Zegen, par exemple, Zegen n'était que président du GPP. Zegen n'avait touché à aucun volet militaire parce que, bon, il n'avait pas de galon militaire au sein du GPP. C'était le président. Mais à la différence, Boiseau avait le galon de général au sein du GPP. Lorsque, en mars, avant que l'officialisation de Boiseau à la tête du GPP soit à la base en tant que chef des opérations. Et en mars, était son adjoint, lui en tant que général chef d'état-major, était son adjoint. Et c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était des affaires militaires au niveau des autres différents commandements GPP qui était, dont Boiseau était le président. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. On va essayer d'avancer. Vous vous occupiez de... Vous dites avant laissez terminer. Je vais me situer dans le temps. Avant d'être nommé chef d'état-major, vous vous occupiez des différents commandements, c'est exact? Et que j'étais chef des opérations. Et en mars 2009, lorsque Boiseau a été confirmé, donc en mars 2009, j'ai officié en tant que son adjoint, puisque Boiseau avait le galon de général au sein du GPP. Donc, il avait la capacité et il avait le galon plus élevé que le mien. Et il officiait en tant que général, c'est le chef d'état-major et président du GPP.
puisque ces deux, ils cumulaient les deux titres, et moi j'étais son adjoint, chef d'état-major adjoint, puisque avant ça j'étais chef des opérations. Donc au moment où il m'a nommé en mars, c'est moi. C'est vrai que normalement c'est lui qui devait s'occuper de ça, puisque c'est le chef d'état-major qui devait s'occuper de ça, mais c'est moi qui gérais l'interface avec les différents commandants. Donc, pour mieux expliquer ça, c'est comme, bon, comme on dit, mais bon, un ministre, et puis un ministre chargé, ministre auprès d'eux. C'était un genre de choses comme ça. Donc j'étais son adjoint, mais c'est moi qui, au niveau du GBP, qui jouait le rôle du chef d'état-major. Vous avez évoqué à l'époque de vous nous avez dit, vous avez cité plusieurs rencontres. Je veux dire, à partir de 2009, en votre qualité d'adjoint direct du général Andjemé de M. Boiseau, vous avez rencontré à combien de reprises, si rencontre il y a eu, parce que vous avez évoqué, vous avez rencontré à combien de reprises les responsables de l'armée ivoirienne? Plusieurs fois. Puisque nous étions, on collaborait de tout temps avec les autorités. Donc, de ce fait-là, on était en contact avec les autorités militaires aussi. Je vous ai posé une question précise. Vous avez rencontré qui, où et quand? À partir de 2009, j'ai rencontré qui? En tant qu'autorité militaire. Je veux savoir, ouais, Vous venez de dire que vous vous collaboriez en tout temps. Et donc, vous avez à ce titre-là rencontré des gens de l'armée. C'est pour ça que je vous demande où et quand. Et puis qui. comme on a dit, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres, puisque il y avait une collaboration, que ce soit au niveau des renseignements, aussi ils avaient besoin de nous pour des missions particulières. Donc, j'ai rencontré plusieurs autorités, que ce soit de la gendarmerie ou que ce soit militaire, du renseignement. Moi, les dates de chaque, les dates, je peux me rappeler les dates de chaque rencontre.
vous avez évoqué ici une rencontre avec le ministre Amani Nguessan. Ça fait partie des rencontres dont vous parlez? La rencontre au mois de février 2009. Moi, je ne sais pas quand vous rencontrez qui. Moi, je vous pose des questions. Je dis ici, vous avez évoqué une rencontre avec le ministre Amani Nguessan. Est-ce que cela fait partie des rencontres dont vous êtes en train de parler? No. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je pense que le témoin lui a demandé de préciser de quelle réunion il s'agit. Mon contradicteur semble avoir une référence, mais il laisse la question trop vague dans l'espoir d'obtenir je ne sais quelle information. Il devrait lui dire, si vous avez rencontré tel ministre à telle date, il semble avoir une référence, mais qu'il la donne au témoin. Et le témoin demande un peu plus de clarté. Monsieur le Président, je pense que si il est déjà 11 heures, avant que je m'explique, si on peut faire sortir le témoin, comme ça, enfin je suggère à la Chambre de faire sortir le témoin, je vais m'expliquer, et puis peut-être qu'on ira à la pause après. Je ne vais pas m'expliquer devant le témoin. Then we have the Le Président, nous allons faire la pause déjeuner maintenant, et nous entendrons vos explications après la pause. Nous allons faire la pause déjeuner maintenant, et nous reprendrons à 14h30. À ce moment-là, vous apporterez vos explications avant que nous fassions entrer le témoin. L'audience est levée.